Bonjour tout le monde. Je veux vous remercier de joindre à nous pour une discussion sur la gestion du risque intégré et la planification stratégique. Olivier et moi, nous sommes heureux de partager notre parcours à notre ministère Innovation, Sciences et Développement économique et de partager ce que nous avons expérimenté, ce que nous avons construit et aussi que nous prévoyons de faire au cours de la prochaine année. Et donc, pour être clair, nous ne sommes pas encore au sommet. Nous ne sommes pas ici pour montrer la machine parfaite que nous avons construite, mais plutôt pour nous donner les plans de la machine que nous construisons et aussi de notre progrès dans sa construction. Donc, nous voulons partager notre parcours avec vous dans l'espoir de vous puissiez être inspiré ou même apprendre quelque chose. Et donc, pour moi, je veux vraiment souligner le point que moi, je crois fondamental dans la potentiel réel de la combinaison de la gestion du risque et la planification stratégique qui a le but d'influencer les priorités et aussi la répartition des ressources dans l'ensemble du ministère. Et donc, à mon avis, c'est un des seuls moyens de donner la vraie vie aux ces deux fonctions. Et en fait, tu ne peux pas faire un sans l'autre. Et donc, avec ça, je vais donner la parole à Olivier pour faire un petit peu de présentation. Bon, moi, j'aime mieux être debout, si ça ne vous dérange pas. Donc, je vais vous faire un petit parcours très, très rapide, une quinzaine de minutes, de la dernière année et demie qu'on vient de passer à Innovation, Sciences et Développement économique, où Marc, moi et notre équipe, dans le fond, on a décidé de venir améliorer en profondeur, de restructurer la gestion du risque. Comme vous le savez, la gestion du risque, c'est quelque chose qui est important. Je ne crois pas qu'il y ait aucun dirigeant qui, ouvertement, dirait « Moi, vous savez, la gestion du risque, c'est pas quelque chose qui est important. » Par contre, souvent, ce qu'on marque, et encore une fois, je vais être très franc avec vous aujourd'hui, c'est, comme on dit, souvent, les bottines ne suivent pas les babines. Donc, souvent, les ressources, les niveaux d'effort qui sont associés avec la gestion du risque sont souvent inférieurs. Pourquoi? Parce que la gestion du risque, un peu comme la gestion du changement, souvent, c'est difficile à venir démontrer le bénéfice. On va souvent voir le bénéfice quand ça va mal. Puis je pense que c'est un des exemples les plus frappants qu'on a eu ces dernières années, c'est l'accident de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, quand un des points lors de si vous voulez, l'enquête qu'il y a eu par la suite, parce qu'il y a eu des millions et des millions de litres de pétrole brut qui ont été déversés dans l'environnement, donc une catastrophe environnementale, humaine, économique, etc., etc. Et une des principales failles qui a été relevée lors de l'étude, c'était justement au niveau de la gestion du risque défaillant. Et BP, ce n'était pas son premier accident que ça arrivait. Et le PDG, qui est arrivé en 2007, avait dit qu'il se penchait sur la gestion des risques pour tenter d'améliorer. Et on a vu cet événement catastrophique. Notre message, c'est attendons pas des événements catastrophiques. La gestion du risque fait partie de notre quotidien. Tellement dans notre quotidien que je vais vous poser deux questions qui vous semblent farfelues, mais vous le dire à quel point on y pense à tous les jours. Ici, qui met sa ceinture qu'on va en voiture? Lorsque vous roulez en voiture, qui met sa ceinture de sécurité? Ah, je vois des gens qui n'en mettent pas. C'est bien. Donc, il y a une partie assez importante de la salle qui se dit, à chaque fois que je prends une voiture, il y a un risque d'accident. J'accepte le risque, donc je vais bien prendre la voiture, mais comme stratégie d'atténuation, je vais boucler ma ceinture. Maintenant, qui met sa ceinture en tout temps en avion? Le risque est encore plus accepté, parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, lorsque la consigne va me dire de mettre ma ceinture, je vais la boucler lorsqu'il y a la turbulence, l'atterrissage, le décollage, mais sinon, je ne l'avais pas. Donc, encore une fois, vous acceptez le risque et vous dites, j'accepte tellement le risque que je n'ai pas besoin de stratégie d'atténuation. Hein, c'est sécuritaire, l'avion, probablement le moyen de transport le plus sécuritaire. Donc, deux exemples très, très simplistes, j'en suis désolé, mais qui viennent vous démontrer que la gestion du risque, on la fait à chaque jour. Donc, dans nos organisations, pourquoi ça serait différent? Donc, pour vous ramener un petit peu, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît.
je ne suis pas très bon pour suivre ça sur les acétates, mais quand même, ça vous donne une image dans le fond, puis si vous voulez les lire en même temps. Donc, lorsqu'on est arrivé, on a été un petit peu chanceux. Pourquoi chanceux? Parce que notre fonction de vérification venait de terminer une étude sur la gestion du risque au ministère et venait mettre en lumière certaines lacunes, entre autres au niveau de la gestion, au niveau des rôles et responsabilités de la gouvernance. Donc, nous, quand on est arrivés, on a eu toute la légitimité du monde pour travailler sur le cadre de gestion du risque et améliorer les façons de faire. Quand on est arrivé, la façon que le risque était géré, c'était en même temps que l'exercice de planification stratégique annuelle. Donc, Marc va vous parler un peu tout à l'heure de l'importance de la gestion du risque dans la planification. Nous, on croit que ça ne doit pas se faire en même temps que l'exercice annuel de la planification stratégique, mais en amont, parce que les risques vont dicter les priorités qui se retrouvent dans la planification stratégique. Et même plus, en tout temps. Donc, déjà là, on voulait briser un petit peu le paradigme qui dit « je fais mon plan annuel et en même temps, j'identifie mes risques se retrouvent dans un annexe, tout le monde est content, on suit la politique du Conseil du Trésor, du Conseil du Trésor, ça va bien, on continue. » Donc, un premier travail que l'équipe a dû faire, c'est rebâtir le cadre pour justement, comme je vous dis, modifier le paradigme. Donc, vous avez le détail ici, mais grosso modo, on s'est attaqué à 3 grands paliers. La gouvernance. Donc, il nous fallait une politique qui venait clarifier les rôles et responsabilités, une politique aussi qui a donné naissance au rôle du dirigeant principal du risque, Chief Risk Officer en anglais. Est-ce qu'on peut revenir à la cétale d'avance? Je disais que je suivais plus ou moins, mais c'est pas tout à fait. Et s'assurer, dans le fond, qu'il y a un arrimage à tous les niveaux de l'organisation. Après, les ressources. Bon, la gestion du risque, c'est bien beau, mais comment on fait ça concrètement? ISDE, on est environ 6 000 employés, et nous, encore, un des postulats qu'on a, c'est que c'est la responsabilité de chacun des 6 000 employés. Pas seulement du sous-ministre, des sous-ministres adjoints, pas seulement du dirigeant principal du risque, des consultants, mais de l'ensemble de la communauté. Donc, il fallait aussi qu'on arrive avec des ressources, des documents, pour aider les gens, dans le fond, à mieux comprendre la gestion du risque et surtout à ce qu'on s'attend d'eux concrètement. Et la troisième, qu'on a traduit à l'intelligence d'affaires par le renseignement, je crois. Donc, comment on rend ça interactif? Parce que je vais vous le démontrer tout à l'heure aussi, quand on est un annexe d'un plan annuel, c'est très statique. Comment on le fait vivre? Et puis aussi, c'est basé sur dire, écoutez, j'ai identifié mes risques au début de l'année, puis je suis certain que l'environnement ne changera pas du tout. Je suis certain que tout va bien aller parce que je n'ai pas besoin de revoir mes risques avant un an. Donc, c'était un petit peu, sans le dire ouvertement, ce qu'on pouvait présupposer. Donc, comment, avec les outils d'intelligence artificielle, non, ça c'est l'intelligence d'affaires, on peut venir dynamiser un peu ce processus cyclique. Prochaine étape. Donc, très rapidement, on voulait étudier les gens au niveau individuel, au niveau des secteurs et au niveau de l'organisation. Donc, au niveau individuel, on a un guide. Et là, on avait un défi, parce que c'est très facile pour nous d'arriver avec un guide de 50 pages, mais personne ne va le lire. Donc, il fallait qu'on trouve le juste milieu entre le contenu qui allait intéresser les gens et s'assurer que les gens allaient lire le petit guide. Donc, on a même mis un petit peu d'humour à l'intérieur, c'est très drôle. Après, on a une formation qu'on donne à l'ensemble des employés. Donc, ce qu'on fait, c'est un peu à l'échelle plus du ministère, sans impliquer nos partenaires, mais de temps en temps, le midi, on va organiser une heure où on vient démystifier la gestion du risque. Les employés peuvent venir, ils peuvent amener leur lunch, c'est gratuit. Au niveau sectoriel, parce que vous allez voir que le secteur, donc juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas la structure de notre ministère, donc j'imagine la majorité, le ministère est composé de 13 secteurs. Chaque secteur a un sous-ministre adjoint et les secteurs vont d'Innovation Canada jusqu'aux services juridiques. Donc c'est très diversifié. Mais on s'est dit, ce sont les secteurs qui vont être la pierre d'assise de notre gestion du risque et non pas l'organisation en tant que tout. Donc je vais vous l'expliquer dans un instant, mais il fallait les outiller, les secteurs. Donc, on a des processus, des pratiques qui sont intégrés. Il ne faut pas qu'on ait 13 façons de gérer le risque, mais qu'on ait une certaine harmonisation dans nos façons de faire. Une communauté de pratiques, autant à l'interne du ISDE qu'avec les organisations qui sont membres du portfolio. Je vois monsieur qui vient de Statistique Canada, donc qui fait partie aussi du portfolio, les agences de développement régional, excusez-moi parce que je connais les acronymes en anglais, pas en français, donc aussi les institutions qui subventionnent la recherche. Donc, comment on peut s'assurer que, sans 100% normaliser nos façons de faire, parce que c'est différentes organisations, qu'on ait quand même
une certaine harmonisation, une certaine, je dirais, un fil conducteur. Donc, on a cette communauté des pratiques et aussi qui vient nous nourrir des meilleures pratiques, de ce qui a fonctionné aussi et de ce qui n'a pas fonctionné. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de dire, c'est tellement ça. De ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné, puis quand c'est pas fonctionné, c'est des opportunités d'apprendre. Un modèle de maturité de la gestion du risque, donc il va sans dire qu'on était très faible, mais le modèle, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un diagnostic, mais aussi de vous donner un processus sur comment on monte en termes de niveau de maturité, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les processus qu'il faut mettre en place. Et au niveau organisationnel, comme je vous dis, on a une politique pour s'assurer que tout le monde marche ensemble. Le profil de risque organisationnel qu'on aimerait bien voir, j'espère que Marc ne se dérange pas que je dise ça, mais qu'on aimerait bien voir disparaître un jour au profit d'un registre des risques qui est beaucoup plus dynamique, et le dirigeant principal du risque qui vient légitimer, si vous voulez, cette fonction du risque parce qu'on a un représentant, et c'est le choix qu'on a fait. Au lieu d'avoir un comité sur le risque, on n'en a pas. C'est le dirigeant principal du risque qui va de comité en comité pour être certain que le risque est toujours dans la tête, dans la mémoire, c'est frais pour l'ensemble des membres des différentes communautés du ministère. Donc, prochaine étape, s'il vous plaît. Donc, les secteurs doivent identifier le risque, les évaluer, en répondre à certains. On partage aussi des façons de faire pour aider à la prise de décision, mais au niveau sectoriel, vous allez le voir tout à l'heure, c'est le même processus mais au niveau ministériel. Et chaque secteur va avoir, si vous voulez, son propre profil des risques. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, les lignes d'affaires sont très, très, très diversifiées, et ça, c'est le même pour chacune des grandes organisations qu'on a. Donc, Innovation Canada n'aura pas les mêmes risques qu'exemple, nous, des services corporatifs ou encore un secteur comme industrie, donc le secteur davantage qui est basé sur le secteur industriel. Donc, on trouvait que c'était important d'avoir différents profils du risque qui s'arriment toutes par justement notre registre des risques central. Prochaine étape. Les secteurs doivent identifier et évaluer leurs risques. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va faire l'exercice, on va jouer un petit peu avec ce qu'on appelle la matrice d'évaluation des risques. Donc, là, je ne vous apprends absolument rien pour celles et ceux qui connaissent un peu le risque. On évalue les risques par rapport à la chance que ces risques arrivent. Encore une fois, c'est une question toujours de gérer cette incertitude. Et si ça arrive, c'est quoi l'impact? Donc, le processus est un peu subjectif, certes, parce qu'on demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est sûr qu'on a un petit peu aussi d'informations pour les outiller pour prendre des décisions éclairées. Mais ce qui est important par ça, après, c'est qu'on va venir tracer cette... non, excusez-moi. Cette ligne qui est le seuil de tolérance au niveau de chacun des secteurs. Donc, tout à l'heure, mon exemple de la ceinture, celles et ceux qui ont dit on ne met pas notre ceinture, c'est que vous êtes en dessous du seuil de tolérance. Vous dites, moi, je prends le risque, puis je n'ai pas besoin de ma ceinture. Bien, c'est la même chose qu'on fait ici. Qu'est-ce qu'il y a besoin, donc on appelle ça le risque résiduel, qu'est-ce qu'il y a besoin d'activités supplémentaires? Une deuxième ceinture, plus de sacs gonflables, pour être sûr qu'on diminue les chances que le risque arrive, et s'il arrive, on diminue l'impact. Sur quoi? Sur l'atteinte de nos résultats. C'est une chose aussi que je veux spécifier, c'est comme ça qu'on distingue les risques des menaces. Le risque, c'est vraiment une incertitude que si ça se produit, il va avoir un impact sur les résultats du ministère. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous prenez des événements qui sont des fois tragiques, souvent on parle de risque, mais qui pour nous est une menace, exemple, catastrophe naturelle, une tornade, ou si encore il y a des hackers dans certains pays qui volent des données, il y a peu de choses que le ministère peut faire. Par contre, est-ce qu'on a des plans de continuité? Est-ce qu'on a la sécurité qu'il nous faut? Et ça, c'est des risques qui vont découler, où ce que là, vraiment, le ministère a un pouvoir de venir amoindrir ces risques. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a très, très peu, voire pas de pouvoir sur des catastrophes naturelles. En tant que ministère, je vois des gens ici qui sont spécialisés en environnement qui vont me dire, oui, mais on peut tous faire une différence, certes, mais en tant que ministère, très peu que je peux faire. Par contre, je peux me dire, quel est le risque si une tornade frappe, exemple, le building dans lequel on est, l'édifice, quel est le risque sur mes opérations au quotidien? Là, on est davantage dans le domaine que je peux intervenir en tant qu'organisation. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on fixe notre seuil de tolérance qui est en dessous. On dit, on va vivre avec, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de prendre notre voiture, on n'a pas le choix de prendre l'avion, il faut vivre avec les risques. Tout ce qui est en haut, par contre, on dit, savez-vous quoi, là? Ça, je ne peux pas vivre avec ces risques-là. Il va falloir que j'en fasse davantage. Et c'est là où la gestion du risque va être importante parce que c'est vraiment là où on va se concentrer. Les autres, on garde un œil dessus. L'environnement peut changer, les conditions peuvent changer.
Donc, s'il y a une modification, on peut toujours agir. On va se concentrer sur ce qui est en haut du seuil. Et, Marc, il va vous le dire dans un instant, vous pouvez déjà voir l'établissement des priorités à cette étape-ci. Parce que ce qui est en haut de la ligne de risque, vous dites, il faut que je fasse de quoi? De plus que ce que je fais présentement. Donc, il y a un grand potentiel que les risques que vous avez identifiés, éventuellement, deviennent des priorités de votre secteur ou même de votre ministère. Donc, chaque secteur identifie les principaux risques, les risques pour lesquels ils ne peuvent pas vivre avec les moyens, les stratégies d'atténuation qu'ils ont présentement. Donc, il y a une analyse qui se fait au niveau organisationnel et de ce secteur-là, comme vous pouvez voir un petit peu avec l'illustration, on va se dire, bon, le secteur 4, on en a choisi 2, le secteur 5, on a choisi 2, et ces risques-là deviennent des risques organisationnels. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le risque est si grand que ça ne peut pas avoir un effet négatif non seulement sur les risques du secteur, mais aussi sur les risques de l'organisation. Donc, on se dit, le secteur, vous allez être bien sûr impliqué, mais on veut avoir un suivi au niveau organisationnel. Et c'est important aussi de ne pas finir avec 50-75 risques au niveau organisationnel. Il n'y a pas de chiffre magique, là, mais quand vous dépassez le 10-15, ça fait beaucoup parce qu'il faut que vous additionnez tous les autres risques de secteur. Mais ces 10-15-là vont avoir l'attention des hauts dirigeants de l'organisation. Et encore une fois, Marc va vous le dire tout à l'heure, je ne vais pas y voler tous ses punchs, mais il va y avoir une question budgétaire aussi associée à ces hauts risques qui deviennent des priorités organisationnelles. Donc, très rapidement, on fait une fiche de profil du risque. C'est un peu la méthode d'avantage traditionnelle, hein, où c'est une copie papier. D'un côté, vous avez l'information contextuelle, vous avez ce qu'on appelle les menaces, les opportunités qui sont reliées au risque. De l'autre côté, vous avez toutes les stratégies d'atténuation actuelles et supplémentaires à développer. On l'utilise encore. L'équipe fait un excellent travail, mais ce qui est davantage intéressant, c'est le registre des risques. Et là, c'est un outil d'intelligence d'affaires où ce que les gens, ce n'est pas encore le cas, mais on l'espère, devraient avoir accès à ce qui va nous permettre de se débarrasser du carcan qui est davantage cyclique pour le faire en tout temps. Prochaine étape. Et c'est à toi, Marc. OK, parfait. Excellent. Et donc, vraiment, les avantages, il y a beaucoup aux différents niveaux aussi. Quand on parle des avantages personnels, comme analyste, on peut voir, ça nous donne l'occasion de prendre une prise de connaissance, de vraiment voir c'est quoi qui peut mal tourner avec ton propre programme. Il y a aussi des bénéfices au sein des secteurs, les programmes, les projets. C'est toujours une bonne réflexion, c'est un système, c'est une méthode systématique d'accumuler des renseignements utiles pour la prise de décision. Et quand tu rends au niveau organisationnel, vous pouvez comprendre, faire une analyse, c'est quoi les plus grands risques. Comme notre sous-ministre, je peux vous dire, il y a tellement de décisions budgétaires qu'il doit faire. C'est quoi le mécanique de choisir un investissement ou l'autre? Et la gestion du risque donne au sous-ministre l'information qu'il a besoin de faire ses décisions en termes de l'affectation des ressources et aussi au public en général. Parce que moi, je crois fortement que la gestion de risque intégré, il y a un direct lien avec les résultats du ministère et la performance sur ces résultats. L'année passée, je trouvais qu'on faisait chaque boîte, on faisait pas si pire, mais on n'avait pas de lien entre les résultats, pas de lien entre c'est quoi les portfolios des programmes, c'est quoi le lien entre cette performance, le risque, l'établissement des priorités et l'affectation des ressources. Parce qu'on avait un profil de risque, mais ma question était, OK, qu'est-ce qu'on faisait avec? Est-ce que ça affectait un change en termes de qui a plus de ressources que notre programme? Pas vraiment. Est-ce qu'il y avait un lien avec le fonctionnement des établissements de notre priorité? Non. On a des belles pratiques
mais on n'avait pas l'intégration. Et c'est ça notre but cette année, et c'est vraiment d'établir c'est quoi le processus de gestion. Parce que vraiment, ça c'est le mot-clé. C'est une façon de gérer au niveau organisationnel. Donc, la première boîte, c'est vraiment, c'est quoi les portfolios des programmes? Parce que moi, je trouvais chaque programme, ils s'autogéraient leurs risques. Ils faisaient chaque journée de mettre la ceinture ou pas. Mais au niveau organisationnel, c'est quoi les groupes des programmes qui veulent les mêmes résultats? Parce que personne ne checkait si ces résultats, si ces risques étaient au niveau global de tous les programmes ensemble. Et donc, moi puis Olivier, on travaille sur, en français, architecture de tous nos programmes et tous les services pour identifier les résultats. Et donc, pour nous, au service public, on doit créer un cadre de mesure des résultats et ça va être notre équipe qui va aider tout le monde à établir des résultats très clairs et les ensembles de tous les programmes ensemble. Ensuite, on veut avoir des discussions avec l'identification des risques liés aux les résultats. Parce que ça doit être dans notre façon de faire, dans notre comment je peux dire ça? Il faut qu'on effectue le risque. Il faut qu'on peut changer les résultats. Et donc, de faire un lien avec les performances et le risque, c'est tellement important pour nous. Après ça, on avait une autre équipe qui établissait les priorités. Et donc, c'était un grand processus, beaucoup de discussions avec tous les secteurs. OK, c'est quoi vos priorités? Et on avait des réunions d'autres gestions au sein de OK, c'est quoi nos priorités? Il faut qu'on combine ces deux discussions. Un, ça va à l'autre. Parce que quand on parle des risques, on parle des risques et opportunités. Et donc, quand on parle des priorités organisationnelles, c'est ça la discussion. Parce que, en pratique, l'année passée aussi, on avait des belles priorités. Mais ce n'était pas nécessairement pointu. C'était comme des priorités, tout le monde peut trouver « Ah oui, je suis une priorité ». Et cette année, je veux vraiment être pointu. Hey, c'est ça notre 5 priorités et tu peux, avec l'objectif vraiment, si on a 100 projets à donner des ressources, mes priorités, il doit m'informer c'est quoi les 10 que je vais vraiment donner des ressources. Et je trouvais, et beaucoup de ministères de la fonction publique, on n'utilise pas les priorités pour ça. Nos priorités vont un document au Parlement. C'est pas vraiment un outil de gestion. Et moi, et mon équipe, on veut changer cette dynamique de vraiment avoir les risques informent les priorités. Si tes risques n'informent pas tes priorités, OK, on va refaire nos risques parce que on a fait quelque chose de mal. Après ça, si nos priorités n'informent pas l'affectation des ressources, c'est quoi le but? C'est quoi le but vraiment? Parce que moi, dans un ancien ministère, mon programme était la priorité du ministère. OK, wow. C'était un des plus grands risques. OK, est-ce que je reçois plus d'argent? Non. Ah, OK. Est-ce que j'ai plus de personnes? Est-ce que j'ai plus de personnes qui joignent à mon équipe? Non. Il faut qu'on mette la gestion de risque et les priorités en vie. Et au niveau organisationnel, d'habitude, c'est plus d'argent. Au niveau de programme, il y a des décisions de faire des stratégies et de changer nos actions, mais au niveau organisationnel, habituellement, c'est avec plus d'argent ou un grand changement de vision. Et donc,
un des choses que je trouve que c'est vraiment intéressant à notre ministère, et c'est où s'est placé la gestion de risque. J'ai vu des ministères, c'est avec la vérification interne, okay, parce qu'ils sont dans le domaine de risque. J'ai vu d'autres ministères, c'est avec la planification stratégique. Okay. Et des fois, cette fonction est avec un secteur de politiques stratégiques. Je pense que nous est tellement bien placé avec le dirigeant principal des finances, parce que ça peut être vraiment, vraiment utile en termes d'emmener tous les autres gestionnaires à la table. Par exemple, on avait un secteur, Marc, je ne peux pas faire ce grand exercice d'identification des risques, oublie ça. C'est quoi le point? C'est vraiment une pratique bureaucratique. Et ça mène à quoi? Cette année, si on va prendre tous les risques les plus autres, et ça va informer les priorités, et après ça va affecter les décisions pour les ressources. Wow! Il a donné 3 heures avec son équipe de gestion parce que c'est OK, ça va faire quelque chose. Et une fois qu'il a fait ça, il dit wow! Il dit Marc-Olivier, c'était quel exercice? C'est vraiment eu l'opportunité d'avoir tout le monde dans la salle. On parle dans le même langage et on peut identifier nos plus grands risques et ça peut informer au niveau organisationnel des prises de décision. Et donc, ça, c'est le point que je veux vraiment, vraiment souligner. C'est pourquoi on le fait. Et parce que après quelques rondes, si ça tombe dans un profil de risque de gestion, ça sert à quoi? Si ça tombe avec des décisions organisationnelles, OK, là, je veux investir. Et donc, ça, c'est un des points que je pense que c'est vraiment important, et spécialement dans le secteur public, qu'on a tellement de processus bureaucratiques qui des temps, ça n'ajoute pas de valeur. Et on a une opportunité avec la gestion de risque de faire quelque chose de réel. Et une fois qu'on fait une cycle, les personnes vont apprendre. Par exemple, l'année passée, on l'a fait avec tous les directeurs généraux. Il y avait quelques-uns, ils n'ont pas préparé une discussion, ils étaient comme, OK, je vais parler du risque. Après ça, on a démontré qu'est-ce qu'on veut faire avec. Cette année, tout le monde avait préparé les notes. C'était vraiment un changement de culture et approche à la gestion de risque parce que on veut faire ça affecter les décisions organisationnelles. Donc, c'est ça le point que je voulais souligner, que c'est pas la gestion de risque toute seule. Et si tu vois ça toute seule pour faire la gestion de risque, ça va tomber, ça ne va pas marcher. Peut-être une année, mais la deuxième année, tu vas perdre des personnes, tu vas perdre d'influence. Mais si tu vois, OK, pourquoi je fais la gestion de risque? C'est quoi qui va changer dans l'environnement, dans la prise de décision, dans la gestion de l'organisation, parce que j'ai fait une bonne gestion de risque? Là, ça va marcher. Et donc, ça, c'est une des questions qu'on a pensé beaucoup. Et on va expérimenter avec ce concept, mais je trouve qu'il y a vraiment une bonne volonté de tout le monde de faire participation dans ces discussions.